Bonjour, bonjour, très heureux de vous retrouver. Il est 15 heures en France métropolitaine et ici présentement, il est 9 heures du matin. Donc, bon matin Montréal, bon matin Québec et bonjour la France. Nous sommes le 24 mai 2024, c'est le 155e webinaire Second Souffle. Et tout de suite, on va faire donc, comme d'habitude, un petit générique. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon studio habituel, donc c'est toujours un peu plus long, mais on va y arriver. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc très heureux de vous retrouver en direct de Montréal. On va se faire une petite présentation rapide de l'activité, des activités de Second Souffle. C'est pas facile quand on n'a pas de deuxième écran. Depuis 2010, Second Souffle accompagne gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur activité ou un nouveau projet professionnel. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures et nos webinars, bien sûr. Pour ceux qui ne... Ah oui, à chaque fois j'oublie ça. Donc si vous allez sur le site secondsouffle.org, vous verrez donc ces trois boutons. Le bouton rouge, si vous êtes un entrepreneur avec encore votre entreprise et que vous êtes en difficulté. Le deuxième, pour devenir bénévole. On recherche de plus en plus de bénévoles car nous avons de plus en plus d'entrepreneurs en difficulté qui nous contactent. Donc on recherche 4 types de bénévoles, des bénévoles parrains pour accompagner les entrepreneurs, des bénévoles ambassadeurs pour faire connaître un peu plus l'association, des bénévoles experts métiers pour travailler sur des missions ponctuellement d'accompagnement d'entrepreneurs. Et puis évidemment le troisième bouton, comme Audrey surtout, vous êtes plein de pognon, vous savez pas quoi en faire, donc vous cliquez dessus pour nous soutenir financièrement. Voilà. Et puis, donc pour ceux qui sont pour la première fois sur cette plateforme de webinaire, je vous rappelle que vous avez 2 boutons en bas à droite, le chat pour discuter entre nous, et le bouton questions pour poser vos questions. Une petite aide à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous vous reconnectez, de préférence avec un Microsoft Edge ou un Google Chrome. Et puis au milieu, donc vous avez, oui je l'ai bien mis aujourd'hui. Oui, je l'ai mis. Un pour mettre en plein écran et un autre pour réagir. Là, comme certains l'ont fait, réagir si on envoyait des petits emojis. Là, je vous ai envoyé des petits pouces. Voilà. Donc, nous sommes à Montréal, en compagnie d'Audrey. Bonjour Audrey. Et quelle surprise, surtout. Très, très, très contente de te voir avec moi à côté la première fois depuis, maintenant ça fait plusieurs années même qu'on se côtoie virtuellement. 3 ans. 3 ans maintenant. Et donc, pour cette occasion très spéciale, je veux t'offrir un sirop d'érable, bien sûr. C'est gentil. Il me faut du sucre. Donc, merci beaucoup pour cette invitation, puis d'être encore avec vous aujourd'hui. Très, très contente. Et oui, c'est donc, vous l'avez vu, quand vous êtes inscrit, on a fait 6 webinaires. Enfin, tu as fait 6 webinaires avec Second Souffle. Donc, merci. Merci. Tout ça bénévolement, bien sûr. On ne parlera pas de ce que je t'ai envoyé sur ta banque aux Caraïbes. Donc, ma chère Audrey, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, donc nous sommes actuellement dans un coworking, un très grand coworking en plein cœur de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, une rue très commerçante. Oui, dans les gratte-ciel, vraiment dans le downtown, là, le cœur. Downtown. Le cœur du centre-ville de Montréal. Puis, t'as beaucoup de chance au niveau de la météo. Oui, mais j'avais prévenu, Moi, je viens cette semaine-là uniquement s'il fait beau et chaud. Et là, il a fait beau et chaud, on peut le dire. Là. Juste aujourd'hui, on a perdu 10 degrés aujourd'hui depuis ce matin. Donc, il fait 17, 18 degrés. Mais tout le reste de la semaine, depuis le début de la semaine, c'est du 28, 30 degrés. Et il paraît que même en été, il ne fait pas ces températures-là. Enfin, c'est exceptionnel. Ah oui, ok. J'ai souvenir quand même qu'il fait chaud, mais écoute, ça se peut. Écoute, chacun a sa vision de la météo. Toute une affaire ici. Bon, alors Audrey, dis-moi, depuis quand tu es au Québec? Fin 2019, juste avant la Covid.
Le meilleur timing pour arriver et immigrer au Canada, c'est vraiment juste avant la Covid. Et tu es venue toute seule? Et donc, je suis venue avec mon mari, puis ma petite fille qui avait 1 mois. Donc, voilà. En plein hiver québécois. Donc, en plein hiver québécois, avec un nouveau-né. Oui, c'est ça. Et 1 mois avant le confinement. Et 3 mois. 3 mois avant le confinement. J'ai eu ma lune de miel d'arrivée, et puis j'ai très vite été enfermée chez moi, en fait. On m'avait dit, il va y avoir plein de festivals, je vais pouvoir faire plein d'événements, plein de choses, et puis en fait, je comprenais pas, ils étaient tous enfermés chez eux. Je dis, c'est pas ce qu'on m'avait vendu, en tout cas. Et donc, en France, tu faisais quoi avant? Alors moi, j'ai vraiment, je suis une passionnée de sport de plein air. J'ai gravité pendant plus de 10 ans dans tout ce qui est sport plein air, donc cyclisme, trail, VTT, ski de fond, tout ce qui fatigue là, vraiment, puis beaucoup là. Donc j'avais un poste de communication, événementiel, communication, administration un petit peu. Et alors, pourquoi tout laisser? Pourquoi tout laisser, tout quitter? Ouais. Telle est la question. En fait, je peux peut-être faire une petite parenthèse sur qui je suis aussi avant ma vie professionnelle. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père expatrié, donc on a voyagé dans de nombreux pays quand j'étais petite. J'ai voyagé au Mexique, j'ai voyagé en France, bien sûr, mais pour moi, c'est un voyage parce que... Oui, c'est plus que voyager parce que tu as habité dans le pays. Oui, on habitait plusieurs années là, à chaque fois. Donc, Mexique, France, Thaïlande, France, Mexique. France, Écosse, donc c'est ça. Donc j'ai beaucoup baroudé, là, on pourrait dire, dans de nombreux pays. Puis pour moi, en fait, c'était normal de voyager, en fait, c'est ça. Puis je suis restée plus de 10 ans à Chambéry. Et puis quand on a ça dans les gènes, là. Donc c'est vrai que Chambéry et le Québec, c'est à peu près la même météo. J'ai cru. Je croyais que la neige était la même, mais non, c'est pas pareil. On pourrait avoir des anecdotes de météo québécoise, c'est quelque chose. Là. Et donc partir, mais t'étais pas toute seule à devoir partir, enfin à vouloir partir. Il a fallu peut-être convaincre. Oh oui, mais ça a été naturel là. On s'est convaincu. Non. D'accord. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Il m'a dit un jour, est-ce que tu veux partir au Canada? J'ai dit, c'est bon, je te marie. On est sur la même longueur d'onde, tout va bien. Alors pourquoi ce choix du Québec? Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi pas d'autres pays de la francophonie? Oui. Ou pourquoi pas un département d'outre-mer, français? C'est très juste. Pourquoi le Canada, en fait, me faisait rêver depuis déjà très longtemps. En fait, j'avais essayé plusieurs fois de venir. J'avais fait un voyage à vélo qui s'était soldé non pas par un échec, mais à la base, je voulais venir au Canada. J'ai fini aux États-Unis. Bon, c'est pas très loin. Donc, je me suis trompée. Donc, c'est ça. J'ai fait comme plusieurs essais qui étaient infructueux. Et donc, là, ça a été... En fait, le Canada me fait rêver il me fait toujours rêver, en fait, pour ça. C'est vraiment pour ces grands espaces, sa nature, les animaux sauvages. On parlera pas de la météo, parce que ça fait pas rêver, vraiment, mais on va parler des choses, on va se focaliser sur ce qui est vraiment chouette. Puis aussi, en fait, moi, je suis très intéressée, bien sûr, par le développement personnel. Et tous les livres que je lisais en France étaient d'auteurs québécois. Donc, je me suis dit, s'ils sont tous au Québec, il faut que j'aille au Québec, bien sûr. En fait, c'est comme la raison pour laquelle il y a beaucoup d'écrivains de polar en Scandinavie. C'est parce que les hivers sont longs, et donc les gens passent leur temps à écrire, et les autres à lire. C'est pour ça. Et donc, moi, je pensais arriver dans un pays où tout le monde était développé personnellement. Non, mais c'est une joke, une private joke, mais en fait, oui, c'est ça. Donc, en fait, de venir vraiment au cœur de cette expertise finalement humaine que je percevais dans les livres en France. D'accord. Et donc, ça veut dire que quand vous avez immigré au Québec, c'était la première fois pour vous deux? Oui. Moi, j'avais toujours été expatriée. Là, je peux dire que c'est très différent d'être expatrié que d'être immigrant. Immigrant est tout un défi, vraiment, là. C'est quelque chose, là. Et tu avais, donc en France, tu n'avais jamais créé d'entreprise? Alors non, j'ai jamais créé d'entreprise. Néanmoins, j'entendais souvent dire Audrey, tu devrais être entrepreneur. T'as ça dans le sang? En fait, je pense que c'est parce que c'était en termes d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie là. Je suis un peu feu. Et en fait, on était en boîte de nuit hier jusqu'à 6h du matin. Vous auriez vu. Oh là là.
Et oui, hein, ça se voit même plus. Ça se voit. Ah non, on est jeunes. Surtout moi. Et voilà, puis la vie me l'a proposé finalement. En fait, l'opportunité a été vraiment la Covid. Moi, je suis arrivée au Québec sans penser être entrepreneur, mais sans penser autre. D'accord. Non. À la base, j'étais venue pour trouver un emploi. J'ai trouvé d'ailleurs 2 emplois, mais la Covid nous a enfermés chez nous. Nouvel immigrant, pas de possibilité d'allocation, d'aide ni quoi que ce soit. C'est ça qui a fait que le déclencheur pour dire je lance mon entreprise maintenant. Et alors, quand tu as lancé ton entreprise ici, est-ce que tu t'es appuyé sur des réseaux, sur des organismes, sur le gouvernement, je ne sais pas, qui te propose des aides ici au Québec? Oui. Déjà au niveau, j'ai fait exactement tout ça, j'ai eu les bons réflexes, je pense, là, c'est d'aller tout de suite me faire accompagner. Néanmoins, c'était la Covid, il faut se rappeler, donc effectivement, il y avait rien en fait, aussi simple que ça. Mais j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un réseau d'entrepreneurs qui m'a énormément aidé à mes débuts, qui s'appelle Défi Montréal. Puis en fait, ça m'a permis tout de suite de me mettre dans l'état d'esprit entrepreneurial, parce que c'était vraiment un accompagnement de nouvelles pousses start-up. Même si moi j'étais pas une start-up, en fait ça m'a vraiment, je pense, donné les bons codes, puis les bonnes façons de penser un lancement de produit sur le marché. Donc vous le voyez, je vous le dis depuis 4 ans maintenant qu'on fait du webinaire. La première chose à faire quand on entreprend, c'est ne jamais rester seul. Bon réflexe. Oui, parce que pas de réseau aussi, pas de réseau. À ce moment-là, je m'en rendais pas compte, mais je connaissais pas non plus la culture. On peut en parler un petit peu là. La culture québécoise. Nous, en tant que Français, on a l'impression qu'on arrive qu'on arrive chez nous quand on vient au Québec. Je veux dire, les gens nous ressemblent, tout le monde parle français, même si au début on comprend pas tout, mais néanmoins on se sent quand même, ça ressemble à ce qu'on connaît. Donc on a l'impression qu'on est à l'aise, là. Mais très vite on se rend compte que en fait c'est une culture très différente, puis il y a des codes qui sont très différents, on se prend des claques, puis on apprend, ça arrive, hein. C'est comme ça, c'est normal. Donc, oui, quand tu étais en France, tu n'avais pas forcément le projet de monter ton entreprise. On t'en avait parlé, mais c'est tout, quoi. Et quand tu as voulu monter ton entreprise au Québec, est-ce que, je sais pas, tu as repris contact avec des amis ou des connaissances en France qui t'ont apporté quelque chose pour monter ta boîte ici au Québec? Ok, pas tant. J'ai vraiment développé vraiment sur place. Oui, bien sûr, avec quelques connaissances que j'avais, enfin surtout des amis de mes parents, en fait, qui étaient déjà entrepreneurs. Eux, oui, je me suis appuyée sur eux, mais néanmoins, sinon pour tout ce qui était développement vraiment de l'entreprise en tant que tel, c'était vraiment ici que j'ai fait mes. Mais justement, ces amis de tes parents t'ont peut-être dit quelque chose de particulier pour être entrepreneur, je sais pas, une posture à avoir, des codes, que ça n'avait rien à voir avec le milieu du salariat. Je pense qu'ils m'ont tous quand même fait confiance, parce qu'ils auraient peut-être dû me prévenir plus, mais je pense qu'ils avaient une grande confiance en moi, en fait, en mon dynamisme, en ma capacité finalement de démarrer cette entreprise-là. Puis ils ont vu que c'était aussi un projet qui me tenait à cœur. C'est vraiment une reconversion que j'avais entamée depuis déjà quelques années. Donc d'aller vraiment dans l'accompagnement de l'humain. Puis c'est ça. Donc c'était aligné. Je veux dire, je pense que c'était logique et normal pour eux que j'en sois là. Alors qu'est-ce qui t'a accompagné aujourd'hui précisément quand tu as monté ta boîte à Montréal? Donc il y avait quoi? Défi Montréal, tu as parlé? Oui, après je peux dire peut-être les organismes qui existent. Défi Montréal, c'est quoi? C'est une association? C'est un organisme d'État? C'est un organisme privé, c'est une forme d'incubateur, mais c'est plus, je dirais, un réseau. C'est vraiment c'est porté par une personne qui s'appelle Martin Duchesne, qui est extraordinaire, puis qui vraiment en fait propose des accompagnements justement pour des entrepreneurs. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une force de réseau, c'est-à-dire que il est une fois qu'on rentre à Défi Montréal, en fait c'est à vie, puis on peut bénéficier vraiment de l'expertise. Il y a des webinaires, des conférences qui sont faits à chaque semaine, puis par les membres justement de Défi Montréal. Et puis en fait ça permet de monter tout le monde en fait dans beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. Mais donc tout ça c'est payant? Tu payes une fois au début, puis après. Une fois simplement. Et après, une fois c'est à vie. Et après c'est à vie, c'est ça. Ah c'est bien ça. Et le tarif? De mémoire, 1000 et quelques $1000. Oui, donc ça fait à peu près 700 €. 700 €, je pense, oui, quelque chose comme ça. Et tu connais d'autres structures?
Après, il y a des structures que je connais bien sûr, puisque maintenant je gravite dans l'écosystème entrepreneurial québécois. On va pouvoir dire un petit peu la suite là, mais oui, bien sûr, des structures d'accompagnement. Alors au Québec, c'est vraiment aussi, ça fonctionne par région. Donc il y a des organismes qui sont, on va dire, plus du Québec, mais il y a des organismes qui sont plus, en fait, on va dire, en lien avec la région où on habite. Et donc il y a un programme de soutien de travailleurs autonomes, par exemple, qui existe, où on peut bénéficier d'une aide, on va dire, tous les mois pour nous aider pendant 1 an dans notre lancement d'entreprise. Et qui fait ça? Alors ça, c'est vraiment le gouvernement. Là. C'est à l'échelle gouvernementale. Tout ça, c'est gratuit. Donc là, si on est accepté, parce qu'il faut répondre à certains critères, en fonction de la région où on est, c'est pas toujours les mêmes critères. Puis là, si on est accepté, par contre, il y a beaucoup de suivi là. C'est-à-dire que il faut vraiment prouver qu'on a des ventes, qu'on est vraiment pleinement impliqué dans son projet, etc. Puis en fait, régulièrement, il y a comme des paliers à passer, des étapes. Puis c'est ça. Donc on peut bénéficier d'une partie du montant, comme on peut bénéficier de l'année au total, en fonction de son investissement, puis de ses retours. D'accord. Donc sans connaissant, il n'y a pas de structure vraiment équivalente en France. Ça serait un peu un mélange de Pôle emploi et des autres structures qu'on connaît en France. Moi, j'ai souvenir d'avoir bénéficié donc de France Travail un petit peu, mais j'avais souvenir que c'était plus, c'était moins cadré. Là, c'est vraiment très très cadré. Je veux dire le suivi. Il y a vraiment des critères à remplir pour pouvoir bénéficier en fait de la prestation en fait mois par mois. Donc ça, c'est une structure gouvernementale. Donc, oui. Quand on dit gouvernement, c'est le Québec, hein, c'est pas le gouvernement du Canada. Hein, ce sont des États fédéraux. Non, là, je penserais que ce serait le Québec, oui. Là, c'est que le Québec, oui. Voilà. Et d'autres structures? Après, bien sûr, il y a les sociétés de développement économique, par exemple, qui vont proposer des ateliers, des parcours d'accompagnement de lancement d'entreprise. Il va y avoir des fondations comme la fondation dans laquelle j'œuvre aujourd'hui, qui s'appelle la Fondation Lise Boitier. Il y a en fait il y a des universités aussi qui proposent des parcours entrepreneuriaux. D'accord. Et puis moi, donc j'ai découvert, tu connais, mais ça s'appelle PME. PME Montréal, oui. Donc ça, ce serait plus pour effectivement les PME. Moi, c'est sûr que j'ai œuvré au niveau freelancing, là, au niveau travailleur indépendant. Mais c'est sûr qu'après, selon le niveau dans lequel on veut se lancer, en fait, on va avoir. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs finalement pour aider les entrepreneurs ici, je trouve, au Québec. Oui, j'ai l'impression aussi. Oui. En tous les cas, on les voit beaucoup plus qu'en France, en tout cas. Je trouve qu'on les voit plus. Ils sont plus identifiables. Ok. Puis après, il y a aussi les acteurs de financement. Puis eux aussi vont proposer. Donc il y a de multiples façons de se faire financer son projet d'entreprise. Puis en fonction de son financement, il y a aussi des accompagnements qui vont venir avec. Alors il y a une question. Alors excusez-moi parce que comme on est à deux, je suis pas avec tout mon studio, tout mon matériel, donc je vois les questions arriver. Mais il y a une question de Maria. Bonjour. En quoi cela est différent? Quel type de claque difficulté? Alors je sais plus à quel moment tu as parlé de claque. Tu t'es pris une claque, mais je sais plus. Oui, je peux en raconter une là que je m'en rappelle très bien. En fait, c'est vrai que je pense que nous, les Français, on a tendance à parler plus ouvertement de ce qu'on pense. C'est-à-dire que j'ai souvenir, on m'avait demandé un feedback sur un site web. Moi, j'ai été, on va dire, d'une certaine façon honnête. Là, j'ai dit ce qui allait pas, on va dire, sur le site web, parce que j'avais compris cette demande-là. Mais en fait, la première claque a été celle-là, c'est que ici au Québec, on focalise sur ce qui va. On ne focalise pas du tout sur ce qui va pas. On va pas nommer ce qui va pas. Ce serait mal poli ou ce serait, en fait, c'est même perçu comme étant arrogant. Donc en fait, on fait pas ça en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai donné mon feedback en toute franchise, puis en toute honnêteté, c'est ça. Bon, il y avait des choses qui allaient, puis il y avait des choses qui allaient selon moi pas trop. Sauf qu'après derrière, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Puis ça a été ça pour en fait de nombreuses fois. Et en fait, on se rend compte qu'ici, c'est ça, on va vraiment. Et puis, en fait, c'est agréable, j'ai envie de le dire. C'est vraiment chouette parce que on focalise toujours sur ce qui va. Et en fait, ça permet aussi de. Moi, j'ai trouvé que personnellement, j'avais gagné beaucoup de confiance en moi parce que du coup, les retours sont toujours positifs, sont toujours très bienveillants. Certaines personnes pourraient penser que c'est faux et hypocrite. Moi, je trouve que c'est vraiment agréable parce que du coup, en fait, on
on a toujours le choix. Hein. On peut regarder la version de la pièce qui est pile ou face. Là, est-ce qu'on regarde les bons côtés des choses ou les mauvais côtés des choses? Ben, moi, je trouve que c'est bien de focaliser sur ce qui est bien. Puis, d'un autre côté, on dit souvent aussi qu'on apprend de ses erreurs et de ses échecs. Donc, si on parle que du positif, ben on peut pas apprendre de ses erreurs alors. Ouais, mais il y a la notion vraiment de feedback constructif où en fait on va appliquer la méthode sandwich. Alors je l'ai appris celle-là. En fait, on va dire quelque chose de très positif, on va dire quelque chose qui est constructif, puis on va dire quelque chose de positif. D'accord. Et ça s'empile comme ça. Ça fait vraiment un sandwich là. On d'accord. Smoke meat. Oui, donc tout à l'heure je vous parlais de PME MTL. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que le but de ce webinaire, c'est pas de vous raconter uniquement la vie d'Audrey et la vie ici au Québec, mais c'est de voir un petit peu toutes les différences qu'il peut y avoir et comment on peut s'en inspirer. Nous, moi le premier, vous les porteurs de projets, vous les entrepreneurs actuels, mais également les quelques organismes qui font de l'accompagnement, qui suivent aussi régulièrement nos webinaires. Parce que quand on parle de veille concurrentielle pour une entreprise, pour un organisme, pour une association, ben on va souvent regarder ce qui se passe chez son voisin en France. Voilà. Mais pourquoi pas les faire de la veille concurrentielle dans un autre pays? En plus, un autre pays qui parle la même langue que nous, c'est encore plus facile. Comme ça, vous verrez une autre vision des choses et peut-être des idées à prendre, etc. Donc, c'est pour ça que je vous partage le site PME MTL. Donc, MTL, hein, c'est le raccourci de Montréal. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organismes privés et publics qui font de l'accompagnement d'entrepreneurs qui pourraient s'en inspirer. Voilà. Et donc, ça, PME MTL, c'est un peu un regroupement de ce que fait avant c'était le rôle des chambres de commerce, ça s'appelle CDEC, je crois, ou un truc comme ça au Québec. Et c'est avec une autre organisme. Ils ont tout groupé dans un seul. Donc voilà. Donc en France, ça serait un peu le rôle d'une chambre de commerce, une chambre de métier, avec l'appui d'un réseau initiative local. Voilà. Donc ils peuvent vous accompagner, ils ont des experts, etc. Et en plus, ils peuvent financer vos projets. Voilà, une question vient d'arriver, une question de Maria. En tant que Française, on peut s'installer comme ça au Québec. Quel statut visa pour être créateur d'entreprise là-bas? Alors ça c'est une vaste question. Ouais. C'est technique là, bien sûr des visas, il y en a de multiples sortes. Je vais répondre rapidement parce que je suis pas du tout une experte en visa ni en immigration. Néanmoins, dans mon cas personnel, j'ai vraiment eu un visa qui s'appelle le permis vacances-travail. En fait, ça s'appelle le PVT, puis c'est vraiment sur tirage au sort. Donc moi, j'ai eu la chance d'être tirée au sort. Donc c'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais je le sais aussi que on peut rentrer d'autres façons. Donc ça, je pense, il faut vraiment réussir à se renseigner individuellement selon le cas par cas. Et puis moi, après, maintenant, je suis rattachée sur le visa de mon conjoint. Donc on est, c'est ça. Les visas évoluent là au fur et à mesure. Le PVT ne dure que 1 an, renouvelable 1 an. Moi, ça fait 4 ans et demi que je suis là, donc il a fallu que je trouve d'autres façons, mais c'est légal. Là, je veux dire, c'est juste qu'il y a de multiples façons finalement de. Par contre, le PVT, c'est jusqu'à quel âge au Canada? Il y a une limite d'âge? Oui. Ah, ok, je la connais pas. Je le sais pas. Moi, j'ai rentré. En général, je crois que c'est moins de 25 ans. Non, j'avais plus. T'avais plus. Ça dépend après des pays. Hein. Et pour donc les petits jeunes comme nous, c'est une excellente solution. Moi, je connais quelqu'un qui l'a fait en Corée, qui l'a fait ici au Québec. Donc voilà, quand on est jeune, ça permet de voyager, de travailler sur place et d'y rester longtemps. Alors ça, pour découvrir une ville, etc. Par contre, juste peut-être un point, les visas, c'est en fait, il y a 2 types de visas. Il y a les permis de travail fermés, puis des permis de travail ouverts. Puis quand on est sur un permis de travail fermé, on peut travailler qu'avec un employeur. Donc là, par exemple, ça ne nous permettrait pas de faire une entreprise à côté. Néanmoins, si on arrive avec un permis de travail ouvert, alors on peut travailler pour n'importe quel employeur. Puis on peut aussi ouvrir son entreprise, comme ça a été mon cas à moi. D'accord. Donc une fois que tu as monté ta boîte indépendante, ça s'appelle comment le statut ici? Entreprise individuelle. D'accord. Bon. Donc le statut existe en France aussi, mais c'est pas tout à fait le même. En fait, ici, on a les entreprises individuelles, donc vraiment quand la personne est liée à son entreprise en tant que personne, voilà, c'est ça. Et après, on va parler aussi d'entreprise incorporée, donc là, c'est plus une entreprise qui est dissociée de la personne. Et ensuite, on a tout ce qui va être coopérative, OBNL. OBNL, c'est Association Loi 1901. D'accord. Donc ça.
Et il y en a de multiples autres statuts là, mais dans les grandes lignes, c'est aujourd'hui, avec le recul, si demain tu devais recréer une autre entreprise, je suis en train. Quelles sont les erreurs, quelles sont les choses positives que tu as apprises en fin de compte, voilà. Parce que ça aussi, ça peut, que ça se passe ici au Québec ou que ça se passe chez nous en France, je pense que certaines erreurs peuvent être identiques. Oui, certainement. Mais ici, je le sais pas finalement en France si c'est cet état d'esprit-là, mais ici il y a beaucoup la méthode, on peut l'appeler de différentes façons, là, Lean Startup ou méthode agile. Je sais pas quel est le nom exact de cette méthode-là, mais en fait on va très vite aller tester le terrain. En fait, on va créer un minimum, un produit minimum, puis on va très très vite aller se confronter au terrain. Donc ça c'est vraiment dans la mentalité ici. Puis, on va se confronter au terrain avant que l'entreprise soit créée. Ou dès le début? Peu importe. En fait, soit tu le testes en amont en faisant par exemple des groupes tests ou des. Mais tu fais ça comment? Tu te fais aider? Tu te fais accompagner pour faire ça? Tu peux, ou alors tu peux le faire aussi si mettons tu as les connaissances puis que tu te sens à l'aise de le faire par toi-même. Parce que ça c'est une erreur que font la plupart des jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils ont une idée, hop, ils prennent internet, ils s'inscrivent micro-entrepreneurs, ils n'ont pas fait d'études de marché, ils n'ont pas fait de benchmark, en fin de compte c'est ça. Ce sont des études de marché et de benchmark. Tout à fait. En fait, c'est vraiment. Tester le produit. C'est ça. On émet des hypothèses. En fait, on va vraiment réfléchir à c'est quoi la valeur qu'on va amener, la proposition de valeur en lien avec. On base aussi beaucoup sur la personne, je trouve. L'humain est vraiment pris en compte dans ce qu'il aime faire, ses talents, etc. Puis de vraiment amener une valeur qui est cohérente avec la personne qu'on est. Puis ensuite, très vite, on va essayer de monter son offre, en fait, son produit. Et puis d'aller se confronter tout de suite au marché pour justement valider nos hypothèses, puis voir finalement si le marché répond ou non. Donc exactement, un Tanagra, c'est ce qu'on appelle un POC ou un MVP, POC, Proof of Concept. Donc c'est très anglo-saxon. Et ça permet justement de tester son produit ou son idée, son service tout de suite. Et c'est ce que fait donc ce que je répète, ce que font beaucoup d'erreurs de jeunes entrepreneurs qui se mettent en micro en général. Delphine nous dit, faut-il préparer, voire mûrir son projet de création d'entreprise avant de s'expatrier ou bien tout faire une fois sur place? Maintenant, toi, tu peux le savoir ça. Oui. Alors, bien sûr, c'est toujours plus facile quand on est sur place, mais avec le recul, toi, tu l'aurais fait Je pense que tout dépend de la taille de l'entreprise visée. Si effectivement c'est une PME ou quelque chose comme ça, peut-être j'aurais tendance à dire tester, montez-le depuis la France, puis créer un réseau déjà depuis la France, faites quelque chose. Si néanmoins c'est vraiment une entreprise plus micro comme moi qui où en fait vous dépendez que de vous-même en fait par rapport à votre entreprise, moi j'aurais envie de dire venez ici et faites votre chemin ici, puis développez-vous ici. Voilà, s'il n'y a pas d'employés en jeu, s'il n'y a pas de... Oui, après c'est ça, c'est une question de financement. Parce qu'on peut je ne sais pas avec quel financement ils arrivent, là, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas c'est quelle structure, selon la question, là, mais plus la structure est grosse, plus il faut le préparer en amont, bien sûr, je pense. N'oubliez pas de poser vos questions dans la partie questions, c'est l'icône en bas à droite, parce que si vous les mettez dans le chat, là je vais pas pouvoir tout lire. Est-ce que justement avec les amis de tes parents là, qui sont entrepreneurs aujourd'hui, tu es en contact, tu as pu échanger avec eux? Est-ce que vous avez pu voir la différence qu'il pouvait y avoir entre France et Québec d'être entrepreneur ou pas Quand tu me dis non. C'est des personnes qui sont très globetrotters aussi, alors c'est sûr qu'elles ont un point de vue un peu plus mondial là, mais qu'est-ce qui surprend, on pourrait dire peut-être plus ça. Moi je pense que ce qui a beaucoup surpris, c'est la facilité avec laquelle j'ai pu monter mon entreprise. En fait, quand mettons on est travailleur indépendant, là, je parle de moi en mon nom, mettons qu'on vend du service, on peut facturer rien qu'avec son nom, Audrey Mollard, là, puis on émet une facture, puis ça y est, on peut en fait créer, monter son entreprise de cette façon-là, très rapidement. Puis ça, je trouve que c'est, je ne sais pas si en France c'est aussi simple. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin de s'enregistrer, là, ce que je veux dire. Tu pourrais juste facturer et puis c'est correct. Mais à partir d'un certain montant de revenus, par contre, là, tu as des obligations.
Puis si par exemple tu veux vraiment avoir un nom d'entreprise spécifique, par exemple, je dis n'importe quoi, My Little World, là, par exemple, bon bah déjà tu n'aurais pas le droit parce qu'au Québec il faut que ce soit français. Donc tu pourrais pas enregistrer un nom en anglais. Puis Mon Petit Monde, là, mettons, tu devrais t'enregistrer parce que tu pourrais pas avoir un nom commercial comme ça. C'est la seule contrainte. Et donc cette histoire de pouvoir commercer, faire du business, hein, comme on dit ici, faire du business, faire des affaires, pardon, on dit ici, faire des affaires, bah, c'est très anglo-saxon en fin de compte. Hein. Ce qui nous très naturel en fait, c'est ça, c'est que c'est très naturel, puis c'est très facile. Personne s'offusque là si en fait on n'a même pas à déclarer les taxes dans nos produits à partir en fait tant qu'on est en dessous de $30,000 de chiffre d'affaires par an, bon c'est un peu plus compliqué que ça, c'est par trimestre, bon en tout cas peu importe, mais à partir en fait d'un certain montant il va falloir qu'on déclare, c'est obligatoire de déclarer les taxes, mais avant ça on peut même ne pas déclarer les taxes, puis D'accord, donc je sais plus ce que je voulais dire. Par contre on est imposé sur le revenu bien sûr. Oui. Oui, donc au niveau des taxes, etc. C'est quoi aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu payes? C'est quoi les redevances que tu dois? Ok, donc à partir d'un certain montant, donc comme je disais, c'est 30 000. À partir de ce seuil-là, on est obligé de déclarer la TPS et la TVQ. Donc la TVQ, c'est vraiment une taxe du Québec. La TPS, je pense qu'elle est plus du Canada. Ouais. Puis en fait, globalement, ça fait un 15%. C'est ça. Supplémentaire sur le prix de base. Et c'est ce qui est très embêtant pour nous, Européens, Français, quand on vient ici pour acheter quelque chose, tous les prix qu'on voit, il faut rajouter le prix. Ils sont hors taxe. Ouais. Et donc vous avez 2 taxes à rajouter. Donc effectivement, ça fait à peu près 15%. Plus après la conversion en euros, pour savoir combien ça va vous coûter au final. Donc, plus les pourboires. Donc quelquefois vous avez des surprises. Hein. Parce que les pourboires sont obligatoires. En fait, ils sont pas obligatoires, mais ils sont souhaitables. Ils sont obligatoires dans les faits parce que. Bon, c'est un peu comme aux États-Unis, mais il y a 2 taxes. Et donc donc mercredi, tu as été à un salon. Oui, j'ai eu la chance d'être à C2 Montréal, qui est un gros salon des affaires ici à Montréal. Donc c'est sur 3 jours. Moi, j'ai fait une journée. Donc c'était extraordinaire. Puis ce qui me fascine ici au Québec, puis je trouve que après c'est ma perception encore une fois, puis ça ne reste que mon regard à Audrey Mollard là, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de bienveillance, très peu de critiques en fait envers les personnes. Je donne un exemple. Il y avait des intervenants qui sont venus sur scène, puis il faut imaginer que c'est vraiment un gros salon, les gens ont payé très cher le billet. Dis le prix pour voir, parce que c'est. Oui, donc c'est $1,000 la journée. 700 € la journée pour aller participer en tant que public à un salon. Je sais pas si incroyable. Puis oui, en fait il y avait des personnes qui parlaient, c'était en anglais et en français, puis des intervenants qui parlaient l'anglais mais avec un fort accent, puis peut-être parfois ils bafouillaient, ils cherchaient leurs mots, etc. Puis moi j'ai souvenir en France quand on voyait ça, mettons des personnes qui sont en difficulté un peu, on a toujours tendance à critiquer puis à juger très rapidement ces personnes. Ici, c'est tout à fait normal. En fait, on va pas du tout se baser sur ça pour juger la valeur d'une personne. Au contraire, on va tout faire. On va apprécier en fait qu'elle fait l'effort de parler en anglais. Puis ça, pour moi, ça a toujours été super fascinant parce que j'ai ce souvenir-là que en France, c'est la honte là. On a honte, on est gêné, on se sent ici pas du tout là. Je veux dire, même quelqu'un qui prendrait la parole et puis qui bafouille, qui connaît pas bien son pitch, qui essaye, on va l'applaudir après pour l'encourager. Exactement. Et en fait, on va lui faire un feedback comme si il ne s'était rien passé, en fait, comme si ça avait été tout à fait bien fait. Puis et puis ça, c'est hyper bon pour la confiance en soi. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément ici. Après, encore une fois, des personnes vont trouver ça hypocrite. Moi, je le trouve pas du tout hypocrite. Je trouve que au contraire, c'est hyper valorisant, hyper stimulant. Et ta situation migratoire aujourd'hui, tu as un passeport québécois, un passeport canadien, non? Parce que c'était dur à un moment donné. En fait, il y a plusieurs statuts. Il y a résident temporaire. Moi, je suis encore résident temporaire, c'est-à-dire que je dois renouveler mes visas. Tu dois pointer au commissariat toutes les semaines. Parce que elle a un bracelet électronique. J'ai encore 2 ans.
Mais c'est ça, il faut que je renouvelle mes visas en fait en permanence. Puis résident temporaire aussi, ça permet pas par exemple de bénéficier de tous les programmes entrepreneuriaux. Donc par exemple tout ce qui va être les bourses, les financements, les choses comme ça, t'es limité, t'es vraiment même très limité. Par contre, on va dire le Saint Graal, ça va être d'arriver à devenir résident permanent. Donc là, il y a des démarches, faut les faire. Donc nous, on a des critères, ça dépend vraiment de chacun. On entend de toutes sortes de cas, mais dans notre cas, il faut qu'on justifie, enfin que mon conjoint justifie au minimum 1 an de travail salarié. Donc maintenant, on a entamé les démarches pour devenir résident permanent, puis c'est un peu long. Donc voilà, donc résident permanent, ça permet déjà d'être. On n'a plus besoin de renouveler de visa. On est presque comme un citoyen, on pourrait dire. La seule différence, c'est qu'on peut pas voter. D'accord. Donc, je pose quand même la question, est-ce que tu as envie de rentrer en France? Est-ce que vous avez envie de rentrer en France? C'est un sujet très personnel encore une fois, puis ça n'est que ma perception, mais c'est vrai que j'apprécie énormément ici plusieurs choses. Puis la question s'est posée de nombreuses fois de savoir est-ce que je préférerais rentrer en France ou est-ce que je préférerais rester au Canada, parce que personne m'impose de rester au Canada, là, je veux dire, à part moi-même, et puis c'est ça. En fait, en vérité, il y a des choses que j'apprécie beaucoup ici. Je sais pas si c'est politiquement correct peut-être de le nommer, mais en tout cas, je veux le faire. Mais c'est aussi la place de la femme, en fait, ici au Canada. Moi, je trouve que en tant que femme, on est... c'est ma sensation, encore une fois, mais en France, j'avais l'impression que j'étais traitée comme une femme. Ici, j'ai l'impression que je suis traitée comme un professionnel. En fait, et ça change toute la nuance, parce qu'en fait, on se sent jamais jugé, ni critiqué, ni quoi que ce soit, par le fait qu'on est une femme. Et moi, ça, je trouve ça super appréciable vraiment dans le monde des affaires, parce qu'en fait, c'est très utilitariste. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'apporte quelque chose à quelqu'un? Si oui, que je sois une femme, un homme, peu importe quoi, en fait, on s'en fiche. Et ben en fait, c'est correct là. Je veux dire, c'est très transactionnel là, on va dire dans les rapports. Donc moi, j'apprécie beaucoup ça. Puis je trouve qu'en France, on se fait parfois peut-être juger par notre genre ou par notre âge aussi. Moi, j'accompagne énormément de femmes ici qui ont plus de 70 ans, quand même. J'en ai au moins 4 ou 5 dans mon portefeuille personnel, là. Donc, c'est quand même, je trouve, des choses que j'ai peut-être pas forcément vues non plus en France. Oui, parce que les retraites, ça ne fonctionne pas de la même façon qu'en France. Donc, à 70 ans, tu peux encore être obligé de travailler, comme ça se fait aux États-Unis. Oui, tout à fait. Mais il y a des personnes que j'accompagne qui touchent la retraite, mais qui veulent aussi un complément, puis qui veulent rester dynamiques parce que ici la valeur travail est importante, donc ils veulent rester un peu dans le circuit. Puis c'est ça. Alors on va passer à une deuxième partie de ce webinaire. On va parler un peu plus de la vie au Québec. Donc on termine par 2-3 questions. Alors une question de Franck. Comment se passent les délais de paiement? Êtes-vous plus rigoureux qu'en France? Quel est le délai moyen en vigueur en B2B ou en B2C? Est-ce que tu émets une facture? Oui, j'ai souvenir en France, c'est du 30 ou 60 jours, là, 30 jours, on va dire plus. Minimum, oui. 30, 45, 60. Mais ici, moi, par exemple, c'était tout au comptant, personnellement. Après, je pense que ça peut se faire sur 1 mois. Ou ça peut... En fait, je pense pas qu'il y ait... Je pense que c'est pareil qu'en France, en fait. Dans le processus. Toi, dans ton métier, dans ton activité, c'est vrai que le paiement comptant, c'est un peu plus logique. Oui. C'est ça. Je suis peut-être un peu biaisée par le fait que je suis indépendant, mais après, de ma connaissance, c'est 1 mois, là, je pense, la moyenne. Alors, Delphine nous dit, oui, en France, c'est 77 000 euros au grand max. Hein, ça dépend après dans quelle activité on travaille pour une entreprise, limitée dans le chiffre d'affaires. Donc, nous a dit pour... Oui, parce que vous êtes plafonné en micro. Oui, mais ici, il n'y a pas de plafond. Voilà. Aussi, tu nous as parlé des 30 000 $. Oui, non, mais ça, c'est pour déclarer les taxes, tout ça. Mais après, je pense que tu peux faire le chiffre d'affaires que tu le souhaites. Donc, les questions un peu plus sur la vie. Attention, je réussis. Si on va terminer par Hélène. Alors Hélène, on va pas pouvoir vous répondre directement, mais quels sont les besoins du territoire, quel métier en tension au Canada? C'est ça que vous allez. Je crois que vous êtes sur le site de l'ambassade du Québec en France ou le site du Québec. Je sais plus comment c'est québec.ca, un truc comme ça. Ah, Emploi Québec. Emploi Québec, oui. Voilà. Et vous allez voir, ça va être mis sur la page d'accueil. Vous voulez venez au Québec et vous allez voir tous les critères. Alors déjà, il y a un type de métier qui est recherché pareil qu'en France, c'est tout ce qui est
infirmiers, enfin tout ce qui est en lien avec le médical. Le médical, oui, ça c'est pareil qu'en France, vous inquiétez pas. Et après, ils recherchent certains types de métiers, surtout des métiers un peu plus, même du manuel, on remarque qu'ils cherchent de tout. Hein. Oui, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre ici, en fait. Tout ce qui va être les emplois, moi je pense là, tout ce qui va être électromécanicien, mécanicien, tout ce qui va être assez technique là dans le manufacturier. Pour moi, il y a beaucoup d'emplois là ici. Tout ce qui va être aussi en lien avec les métiers artisans ou entrepreneurs spécialisés. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Ouais. Et donc, ça fait partie aussi des critères d'immigration. Hein. Si on cherche pas, si le gouvernement ne cherche pas le type de métier pour lequel vous êtes compétent, ça va être difficile de venir, en tout cas, pour être résident en permanent. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, je cherche. Est-ce qu'il y avait une actualité en fin de compte, cette année, l'année dernière, c'était un baby boom dans le Québec. Je suppose tout court. Je sais pas si t'en fais. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à toi. C'est grâce à moi. Ah, voilà, ouais. J'ai peuplé. Puis les triplés. Non, c'est des triplés que tu attends aussi. C'est ça. Oui. Donc, en fin de compte, ils sont plus. Je crois que c'est à Montréal où il y a le plus. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4,7% de taux de naissance en plus. Donc, c'est pratiquement toutes les régions du Québec ont un taux de. Moi aussi, je suis pour rien, je vous rassure. J'ai rien fait. Alors, est-ce facile de trouver un emploi au Québec? Me demande Jamila. J'ai envie de répondre oui, si tout dépend le secteur en fait, encore une fois, mais c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont excessivement en demande. Je pense que ça peut très vite, en tout cas un petit travail là, on va dire d'appoint, ça se trouve instantanément. Ensuite, pour retrouver un travail, on va dire un peu plus dans le domaine qui nous plaît, etc. Si vous êtes dans le marketing, dans la rédaction web, choses comme ça, c'est sûr qu'il y a une concurrence énorme. Après, si vous allez dans le médical, le social, les choses comme ça, là, il y a un besoin fou. C'est un peu pareil aussi en France. Hein. Si vous voulez trouver du boulot, une personne qui a dit il suffit de traverser la rue, mais c'est trouver du boulot. Vous entrez dans un restaurant, dans un café, je peux vous dire qu'ils cherchent du serveur. Mais ça correspond peut-être pas à vos envies. Voilà, trouver un métier qui nous plaît, puis dans lequel on est bien. Et puis c'est sûr que là c'est peut-être plus un défi, mais néanmoins j'ai envie de croire qu'ici il y a quand même beaucoup de possibilités d'emploi. Oui, il y a un peu plus. Je pense qu'il y a un peu plus, oui. Et une question de Mathieu. Alors, est-ce que c'est simple de s'installer avec sa petite famille? École pour les enfants, les gens accueillent, l'accueil des gens, tout ça. Est-ce que c'est... De mon expérience, je vais encore parler de moi, mais en plus en temps de Covid, non, c'est pas simple. C'est vraiment un défi, un réel défi, des choses qu'on n'avait pas forcément pensé, mais c'est très difficile de trouver des places de garderie. C'est de trouver un emploi, c'est pas que c'est difficile, je pense que c'est ce qu'on a dit là, ça dépend vraiment du secteur d'activité, mais il y a quand même aussi, j'ai l'impression, une notion un peu faut faire ses preuves. Au début, quand on arrive, il faut avoir peut-être prouvé qu'on a déjà eu un employeur ou qu'on a déjà eu une expérience, ils appellent ça l'expérience québécoise. En fait, peut-être prendre un petit boulot au début pour prouver en fait qu'on est capable de travailler, qu'on est travailleur, etc. Puis après, ils vont comme avoir plus confiance en nous pour nous embaucher dans des autres emplois. Ça a été mon expérience, puis j'ai pu le confronter avec d'autres regards, d'autres personnes qui le disaient aussi. Bien, alors on va passer. Il n'y a plus de questions sur le sujet entreprise, entrepreneuriale? Non? Si. Kira nous dit, je suis dans le service à domicile. Est-ce que c'est possible de s'installer au Québec? Service à domicile, je pense qu'il y a du travail. Ouais. Je veux bien croire que là, ça va bien se passer là. Oui. Donc la vie au Québec, est-ce que tu peux me dire les choses que tu aimes bien? Pas forcément que tu... Oui, moi j'apprécie énormément, c'est la sécurité. J'ai vraiment un sentiment de sécurité ici. En tout cas, moi j'habite pas forcément moi j'habite pas à Montréal. En fait, j'habite dans une ville qui s'appelle Drummondville, qui est à 1 heure et quelques de Montréal. Voilà, moi je me sens vraiment en sécurité dans la rue, je me sens en sécurité chez moi, en permanence. Je me sens pas regardée, jugée, critiquée ni quoi que ce soit. Donc ça, je reconnais que c'est excessivement agréable. J'en ai parlé, aussi la position de la femme, et puis femme, on pourrait mettre aussi tout ce qui est LGTB. Il y a une ouverture incroyable pour ça. On
on côtoie en fait, on va dire des personnes très différentes de nous, puis c'est très correct. Là, puis ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. Et les choses que tu adores. Que j'adore. Ouais. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. J'allais dire la nourriture, mais ça aurait été mentir. Ah oui, ça aurait été mentir, oui. Ah oui. Qu'est-ce que j'adore? Moi, j'adore voir tous les animaux qui passent. Parce qu'en fait, j'ai habité dans une maison avec un grand terrain et il y avait une rivière. Ici? C'était à Sorel-Tracy, dans une autre ville que j'habitais avant. Et en fait, il y avait une rivière, mais pour vous donner une idée, en fait, la rivière, ici, c'était la taille de la Saône. Donc, la taille du Rhône, là. C'était dans mon jardin, ça. J'avais ça juste au bout. Donc, c'était extraordinaire, là, les oies qui passent au-dessus de son jardin, les aigles pigards, on passe de l'aigle pigarde au colibri, des dindons sauvages, des cerfs, Moi, ça m'a vraiment, ça me fascine, puis j'adore ça, avoir cette proximité avec la nature. Moi, j'avais vu là, il y a 2 jours, en pleine campagne, on avait vu des biches dans un champ. On s'est garé sur le côté de la route, les biches nous ont regardés, elles ne sont pas enfuies. Parce qu'elles ne sont pas chassées, donc forcément ça aide un peu quand même. Et la dernière fois que je suis venu, en plein hiver, pareil, on avait vu au loin, en pleine campagne, mais il y avait 2 petites maisons. Entre les 2, il y avait deux ou 3 biches qui étaient en train de manger quelque chose par terre. Donc il y avait plein de neige, il n'y avait personne dehors. Hein. Et donc on a commencé à s'approcher, puis on s'approchait, de temps en temps on levait la tête, et on s'approchait à 1 mètre des biches, quoi. Ouais, c'est ça, cette proximité avec la nature que moi je trouve extraordinaire. Puis moi, ça me fait beaucoup de bien, c'est sûr. Ouais. Moi, hier, j'étais dans un parc et il y a des moustiques. Ils sont approchés très très près. Hein. Mais les moustiques n'ont pas peur, c'est dingue ça. D'ailleurs, ici, ils nous piquent sur la tête. Ça, en France, ils ne nous piquent pas sur la tête. Moi, ils me piquent partout, moi, mais bon. Non, mais ici, ils sont crevasses. Alors, est-ce que tu apprécies un peu moins quand même ici? Ce que ça peut être un truc banal. Hein, ouais, ok. Bon, la nourriture, on va le dire. C'est l'Amérique du Nord. Hein. Encore, c'est pire parce que... Enfin, c'est pire. C'est qu'en plus, ici, quasiment tous les produits frais sont importés. En plus. Ça se peut, ouais. Oui, c'est vrai. Sauf la canneberge. Oui, et puis le sirop d'érable, évidemment. Donc la nourriture, oui. Qu'est-ce que j'apprécie moins? C'est un côté très individualiste. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est chacun pour soi. Moi, j'ai découvert vraiment ici dans le monde des affaires le ghosting. Peut-être ça arrive en France, je le sais pas, mais en tout cas ici, ça a été vraiment pour moi aussi un apprentissage. On lance des devis, on est super ok, tout va bien, hop, on est presque à signer un contrat. Puis du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles, ça ne l'intéresse plus. Mais la personne ne prendra pas la peine de te l'informer ou de te dire quoi que ce soit. Puis ça a été pour moi quelque chose de très difficile parce que c'est comme si, je sais pas, par politesse ou par respect, je m'attendais à ce que, au minimum, on nous informe. Ça peut-être c'est dans nos valeurs françaises, mais ici c'est très classique. Là, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plus d'utilité. Bon on passe à autre chose là. Puis c'est ça. Donc ça, pour moi, le côté individualiste est assez difficile. Puis c'est peut-être ce que j'apprécie le moins, on va dire. Est-ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste? Je pense que je suis devenue phobique de l'hiver, du mois de février. Alors que pourtant, tu habitais où avant? Ouais, dans les Alpes. Ouais, mais attends, c'est pas le même là. Alors justement, explique-nous. Non, ce qui est difficile en fait, c'est pas le froid. Je pourrais vous raconter des anecdotes de froid là. J'arrivais même pas à atteindre ma boîte aux lettres tellement que j'avais les yeux qui ont gelé comme ça instantanément. Je peux même plus l'ouvrir. Je suis rentrée dans le banc de neige de mon voisin à pied. J'ai jamais réussi à retrouver ma boîte aux lettres. Mais c'est pas tant ça qui est difficile, si ce n'est que en fait, il dure longtemps. En fait, c'est que c'est une période qui dure très longtemps, qui dure entre 5 et 6 mois. Puis en fait, on est quand même beaucoup enfermés chez nous. Et il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas beaucoup d'événements, il ne se passe pas grand-chose. C'est normal, là, tout le monde est à froid, en fait. On hiberne d'une certaine façon. Puis ça, je trouvais ça difficile pour nous, en tant que Français, où on a l'habitude d'être toute l'année dehors, puis toute l'année faire des activités. C'est plus ça que je trouve difficile maintenant.
Alors, tu parlais de banc, le banc de ton voisin où tu étais rentré dedans. Banc de neige, ouais. Le banc de neige ou le banc de neige, le banc de neige. Alors, c'est quoi le banc de neige? C'est qu'en fait, avec la neige, là, le tracteur, il souffle la neige. Ah oui, oui. Ça te fait des bancs de neige sur les bords. Ah, d'accord. Parce que je croyais que tu parlais du banc, le banc pour s'asseoir. Non, oui, c'est pas le même terme. Parce que ça me donne une anecdote, c'est pas ici, en fin de compte, et d'ailleurs, ils ont réinstallé cette semaine, c'est que dans tout ce qui est public, dans la rue, dans les parcs, etc., ils enlèvent tous les bancs. Tout ce qui peut gêner. Quand il y a plein de neige, quand vous avez 1 mètre de neige, pour éviter que les gens se fassent du mal, etc., ils les enlèvent. Et cette semaine, avec le beau temps, le temps estival qu'il y a eu, on a vu tous les employés municipaux remettre les bancs et les fixer au sol. Voilà, une petite anecdote. Et toi alors, William, qu'est-ce que t'aimes ici au Canada? Ah, qu'est-ce que j'aime au Canada? Oui, c'est un peu cet esprit un peu anglo-saxon, enfin Amérique du Nord comme les États-Unis, c'est quelque chose on est libre, on est alors c'est vrai qu'on se sent en sécurité, mais parfois d'un autre côté, on retrouve aussi ce qui fait peur aux US en tout cas, c'est de temps en temps on peut trouver quelqu'un drogué dans la rue, complètement. En France, on voit des gens, des SDF qui sont sous rigueur, mais là c'est drogué et puis ça se voit dans leurs yeux, ça peut faire très peur. Ce que je n'apprécie pas, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que tous les prix soient affichés hors taxe. Donc ça c'est, je t'avais dit l'autre fois. On n'est pas habitué, on s'habitue. Voilà, oui, mais c'est là qu'on voit aussi la protection qu'on a nous en France et en Europe avec la protection du consommateur, alors que l'anglo-saxon va plus privilégier lui l'entreprise. En Europe et en France, on va plus privilégier le consommateur. Oui, effectivement, je suis un peu comme toi, la nourriture, sauf si on veut prendre 10 kilos en très peu de temps. La nourriture, c'est de la nourriture d'Amérique du Nord, voilà. C'est bon pour le palais et c'est pas bon pour le ventre, voilà, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on est près de la nature partout. Alors après, il faut dire aussi que le pays est très vaste. Montréal, c'est 2 millions d'habitants, je crois. Et le Québec, le Québec, c'est 5 fois plus grand que la France. Évidemment, il n'y a que le sud qui est habité, hein, enfin la ville de Québec, Montréal. Et je crois qu'au Québec, c'est 5 ou 6 millions d'habitants. Enfin, c'est voilà. Donc c'est très vaste. Ah, le Québec, je l'avais vu. Et puis là, ce qui m'a fait bizarre, je te disais tout à l'heure, c'est que Montréal et la ville de Québec, il y a 270 km. Donc on peut y aller en voiture, on peut y aller en bus. Moi j'ai pris le train. Voilà, pour faire 250 km, j'ai mis 3 heures. Voilà. Et c'est normal. Bah oui, ils n'ont pas de TGV ici, hein, donc c'est bizarre. C'est étonnant d'ailleurs parce que c'est tellement grand. Bah oui, mais à mon avis, avec le climat, ça va pas. Non, ici c'est vraiment la voiture. Tout est fait pour la voiture, tout est fait pour vraiment. Sans voiture d'ailleurs, quand on habite hors Montréal, c'est très très compliqué. Là, on ne pourrait pas trop. Parce que les distances sont pas les mêmes. Non, et puis, cette culture de la voiture. C'est ça. Et puis moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai vu très peu de voitures électriques. Alors essentiellement des Tesla et des Kia. Puis après j'ai regardé les chiffres. Effectivement, il y a 2 fois moins de voitures électriques ici. La transition est peut-être l'Europe, en tout cas la France, est plus avancée qu'ici par rapport à la transition. J'aurais pensé, mais c'est d'un point de vue citoyen là, je pense c'est comme ça. Le coût de la vie. Le coût de la vie, j'ai l'impression que ça s'équivaut à peu près. Là, il y a des choses qui sont plus chères, des choses qui sont moins chères. J'ai l'impression qu'au final, ça plus ou moins ça s'équivaut. Oui, c'est ce que je. Oui. En fonction du salaire qu'on a et puis le coût de la vie, on a à peu près le même ratio, à peu près quelque chose comme ça. Alors évidemment, c'est comme les États-Unis, hein, vous gagnez beaucoup plus d'argent en tant que salarié, etc. Mais vous n'êtes pas. Oui, il faut payer l'assurance. Il faut payer tout ce qui est médical. Il faut se payer sa retraite. Voilà. Donc au final, de toute façon, vous gagnez peut-être plus, mais au final. On a quand même des belles vies là. Moi, je trouve que je vis quand même très confortablement. Je veux dire avec un yacht. Oui. Non, mais je veux dire, en France, c'était pas non plus. Je suis de la classe moyenne là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même. Là, j'habite dans un logement tout neuf. J'ai quand même une voiture neuve. Je trouve que j'ai quand même un niveau de vie qui est quand même plus élevé que quand j'étais en France. Après, peut-être c'est. Ouais, puis t'as grandi aussi, donc ce que t'as fait ici, peut-être tu l'aurais fait en France. Oui, peut-être que finalement j'aurais effectivement. Ça se peut aussi.
Donc le comportement des Québécois, on en a parlé. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Les loisirs, oui, effectivement, c'est le plein air. Hein. C'est toutes les activités de plein air qu'on fait ici. Les loisirs, notre tranche d'âge à nous, les loisirs, c'est pas tant ça. Nous, on est censé travailler là. Oui, je veux dire. On travaille, on fait des enfants, c'est vraiment ça la culture. Les loisirs, c'est quand on sera peut-être plus tard. Enfin, quand je veux dire loisirs, c'est que tu veux partir un week-end, tu es très vite en pleine nature. Oui, et ici, c'est beaucoup le camping. Puis vous avez tous les grands espaces, il y a les rivières, effectivement, il y a de la montagne, il y a des plaines. L'hiver, il y a toutes les activités, tout ce qui est luge, tout ce qui est marche en raquette. Et puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est que les saisons sont bien marquées, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Un peu trop marqué peut-être. Voilà. Moi, par exemple, personnellement, je n'irai jamais vivre sur la Côte d'Azur parce que je sais que c'est tout le temps le même temps, à part la température qui diffère un petit peu. C'est toujours la même végétation, on voit toujours la même chose. Et moi, avoir de la neige en hiver, du froid en hiver, un automne, du vent, de la pluie, de la grêle, tous les orages, tout ce qu'on veut là. Même dans la même journée, on pourrait avoir ça. Là. Mais peut-être on pourrait faire un petit point. Je veux juste te dire aussi une différence que je perçois qui est quand même grosse, c'est tout ce qui va être en lien avec l'argent, le rapport à l'argent, la notion de l'argent. Ici, on parle très ouvertement des tarifs, combien tu gagnes ton salaire, combien. C'est comme beaucoup plus, à mes yeux, en tout cas, c'est beaucoup moins tabou en fait, toutes ces notions-là. Puis peut-être aussi le système bancaire est différent, on fonctionne pas de la même façon, c'est-à-dire qu'ici on va tout faire au crédit pratiquement, c'est-à-dire qu'on a une carte bancaire au crédit. Puis on va payer au crédit tous nos achats, donc ça peut être restaurant, n'importe quoi. Puis en fait, on va payer en fin de mois notre facture. Et si on fonctionne bien dans ça, en fait, on a même des remises d'argent qui nous sont rétribuées. Cashback. Puis on va avoir aussi une marge de crédit qui va nous être attribuée en fonction de si on est bon comme ça dans notre gestion financière finalement. Parce que si on paye pas par contre notre facture en fin de mois, là, ça peut faire très mal. Mais si on est bon, en fait, on va avoir une cote de crédit qui va s'alimenter. Puis cette cote de crédit-là, en fonction de son niveau, en fait, ça va nous permettre d'avoir des logements, un loyer. Donc, quand on va chercher un loyer, on va nous demander notre cote de crédit. Quand on va faire un achat d'auto neuf, par exemple, on va nous demander notre cote de crédit, etc. Puis en fait, c'est comme un fonctionnement sur ta capacité de gérer ton argent, qui, je trouve, est différente par rapport à en France. En fin de compte, t'es épaulé par ta banque comme si tu étais une entreprise. Ouais, d'une certaine façon. Puis en fait, on va même, au début, par exemple, moi je crois que j'avais comme $1000 de marge de crédit qui m'était donné en plus. Donc ça veut dire que je peux demander jusqu'à $1000 de crédit, par exemple. Puis après, en fait, au fur et à mesure du temps, maintenant, je dois être à comme 4000 ou 4500. Et donc, en fait, si, mettons, je veux me faire un achat de quelque chose dans mon, je sais pas moi, la vaisselle, n'importe quoi, ben, en fait, je peux me permettre de moi-même gérer mon crédit, en fait, pour me financer certaines choses. Ouais, donc, en fait, quand vous allez dans un magasin, vous voyez pas ces affiches que nous, on voit en France en disant payer en 3 fois, en 4 fois, en 5 fois. Parce qu'en fait, compte, c'est déjà dans ta carte bancaire où tu peux payer en plusieurs fois ou à crédit, etc. On paye toujours pratiquement à crédit. Mais c'est ça, ouais. Alors, il y a quelques questions qui viennent d'arriver. Franck, bout de combien de temps adopte-t-on naturellement ce sympathique accent? Non, elle n'a pas trop l'accent. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais. Par moment, tu as des intonations, les épis, les corrects. Oui, et puis en fin de compte, alors, il y a d'excellentes vidéos qui expliquent tout ça sur YouTube, hein, mais en fin de compte, l'accent québécois, c'est les intonations sur certaines voyelles, certaines syllabes, et les R sont beaucoup plus prononcés aussi. Le A, c'est O, ce sera prolong. Ouais. Ce sera prolong. Et d'ailleurs, il y a à la fin du mois, là, donc on y est à la fin du mois, on est combien, le 24, oui. Ça en fêtera les 50 ans, donc c'était 1974, où la première loi sur comme quoi la langue française était la langue, comment on dit, la langue universelle, la langue officielle du Québec. Ah, voilà, ça fait 50 ans, à la fin du mois, et il y a un nouveau projet de loi qui va être présenté pour améliorer l'orthographe.
Faut que je vous retrouve ça, mais moi je trouve ça passionnant. Oui, vraiment, ils veulent conserver leur langue française, puis c'est très important pour eux. Oui, mais c'est surtout l'orthographe, ils veulent la simplifier, voilà, c'est ça. Ah, okay. Alors, il y a un excellent article sur le quotidien Le Devoir. Je peux peut-être répondre à la question. C'était quoi la question? Oui, pardon. Oui. Je l'ai mangé du coup. Au bout de combien de temps adopte-t-on naturellement ce sympathique accent? Ok. Quand nous-mêmes on l'adopte ou qu'on le comprend? Parce que c'est comme peut-être la même chose. Combien de temps adopte-t-on? Qu'on le comprend, j'ai envie de dire maintenant, moi je comprends 97% du québécois, mais il reste quand même ce 3% où parfois c'est encore difficile. Surtout quand ils sont plusieurs entre eux. On a l'impression qu'on comprend tout, hein, mais c'est pas si évident. Après que moi je l'adopte, je sais pas si un jour je l'adopterai, je pense pas. Mes enfants en tout cas l'ont adopté. Eh ben oui, ça, à 3-4 ans, oui. C'est très drôle d'ailleurs. C'est celui-là, je crois. La réforme de l'orthographe sème la diffusion. Voilà. Donc, ils veulent supprimer certains accents dans des mots. Ils veulent enlever ces H qui ne servent à rien, hein, qui ont juste été rajoutés au XVIIe ou XVIIIe siècle en France, juste pour une élite, pour dire que voilà, il y avait que l'élite qui pouvait écrire correctement le français. Donc on a ces gens-là de la société française ont volontairement compliqué l'écriture de la langue française pour que ça soit uniquement l'élite qui puisse bien l'écrire et bien la parler. Et donc, justement, est-ce que c'est celui-ci? Il y a une professeure qui disait, mais ça devient terrible parce qu'on passe je ne sais combien d'heures, voire d'années, à expliquer aux enfants, aux collégiens, aux lycéens comment écrire correctement le français, alors qu'on ferait mieux de passer notre temps à leur enseigner l'histoire de la langue française ou des mathématiques, enfin faire autre chose, quoi. Mais passer énormément de temps. En plus, c'est discriminant parce que toujours pareil, ça va être l'élite, qui soit québécoise ou française, qui va parler, qui va avoir plus, grâce à sa famille, à ses parents, plus accès à l'écriture, à écrire correctement. Et ceux qui viennent de migrer ou vont être un peu plus, vont être moins avantagés. Alors je sais plus si c'est celui-ci. J'essaie de le retrouver et sinon je te laisse répondre. J'ai terminé la question. Et l'autre question de Anthony. Je vois qu'il est déjà. Est-ce que c'est déjà l'heure? 10h01, oui. Donc il est 16h en France. Alors justement en France, nous dit Anthony, nous avons le salaire chargé et nous pouvons savoir le pourcentage que l'on touche à la fin du mois. C'est combien, par exemple, pour un salaire chargé en Québec? Tu comprends la question? C'est-à-dire quand on enlève toutes les, les aides. Ton employeur, c'est marqué en haut de la feuille de paye, te dit, moi je te verse 3 000 €, mais il y a les charges patronales, les charges salariales, et à la fin... c'est chargé, c'est difficile à dire parce que dans ce que moi j'ai perçu, c'est qu'en fait, selon ton employeur, ça va dépendre, en fait, si il propose par exemple une assurance santé. Des fois, il y a des assurances santé qui sont obligatoires, puis c'est prélevé en fait dans ton salaire. Ça peut être aussi, dans mon cas personnel, je fais partie d'un REER collectif. Ça veut dire, je cotise pour ma retraite, mais mon employeur me donne un certain pourcentage supplémentaire pour m'aider dans ma retraite. Donc ça aussi, c'est déduit en fait de ma feuille de salaire. Puis je pense que après toutes les charges en plus, on va dire classiques là d'employés. Sont aussi prélevés, donc à la fin en fait c'est très difficile d'estimer en fait à combien de pourcentage t'es chargé parce que ça dépend vraiment de l'employeur et des. J'espère avoir bien répondu. Elle espère avoir bien répondu, mon cher Anthony. Je vous mets j'ai retrouvé l'article du quotidien Le Devoir sur la langue française. Je vous le mets dans le chat. Copiez-le, enregistrez-le, hein, parce que forcément, quand le webinaire sera fini, vous n'aurez plus accès. Sinon, vous me le redemanderez par mail. Là, j'avais une question passée aussi de Tanagra. William, il y a le fameux TEDx France, la faute d'orthographe. Alors, je ne sais pas si on parle du même Tanagra, mais effectivement, il est excellent. C'est deux humoristes belges. Je ne sais plus si je crois que c'est ça, hein, Tanagra, vous me direz. Et c'est excellent, justement, il vous explique l'absurdité de la langue française. Moi, ça me rend dingue. Je suis tout à fait d'accord avec la simplification de l'orthographe. Voilà. Il y a un entrepreneur aussi que je connais qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Ma Prof de français. Puis elle fait vraiment beaucoup de liens entre le québécois et le français. C'est super intéressant. Ouais. Voilà, il est 16h les enfants. Chez nous, donc il est 10h du matin.
C'est un vaste sujet, mais peut-être pour conclure, on pourrait peut-être dire que moi, je pense qu'il y aurait vraiment une ouverture de la part des Québécois, en tout cas, de s'ouvrir à ce que vous faites en France et vice-versa. En fait, que je pense que vous, les Français, vous avez beaucoup d'ouverture à ce qui se passe au Québec. Puis on se disait que peut-être de créer plus de synergie entre ces deux, ces deux façons de fonctionner qui sont très complémentaires à mes yeux pour avoir vu les deux. En fait, je trouve que le Québécois apporte beaucoup de choses à notre culture française et vice-versa. Donc, c'est moi, peut-être mon mot de la fin serait d'encourager peut-être à prendre contact avec des personnes qui sont justement au Québec et puis de créer des synergies de curiosité, en fait, de comprendre un petit peu comment eux fonctionnent pour apporter ça en France. Et c'est ça, je trouve que c'est toujours très riche. Les voyages sont riches. En général, on apprend toujours. Rester toujours au même endroit, habiter toujours dans sa même ville, rester toujours dans son pays. Non, il faut s'ouvrir aux autres, découvrir d'autres choses. Mais ne serait-ce que quelquefois de traverser, vous habitez Marseille, aller voir ce qui se passe en Bretagne, ce qui se passe à Strasbourg. Vous allez voir des gens qui vivent différemment aussi. Et quand vous êtes dans un autre pays, c'est encore plus. Mais que ça soit pour sa vie perso, sa vie professionnelle, son entreprise, vous verrez que de toute façon, on s'enrichit des autres. Hein. Mais ici, je pense que ça apporte beaucoup, c'est tout ce qui est cette notion de confiance en soi, de rapport à l'échec, rapport à l'argent. Chose que nous, en fait, on est plus frileux avec tout ça. La confiance en soi, c'est plus difficile. C'est la mentalité anglo-saxonne. Ouais, c'est vrai, mais ça apporte beaucoup, du coup, en tant que Français, de s'imprégner aussi un peu de cette culture-là. C'est ça. Nous, on leur apporte plus le côté rentre dedans, on va droit au but. Bien, merci beaucoup, ma chère Audrey. Nous, on n'a pas fini. Moi, j'adore toujours être ici pour. Et puis, pour une fois, ensemble. En plus, c'est ça. Donc, et on se retrouve au mois de septembre. Mois de septembre. Non, on se retrouve. Non, c'est pas. Si, le 20 septembre. Oui. Donc cette fois-ci, on parlera vraiment de choses plus spécifiques sur l'entrepreneuriat féminin, qui est vraiment mon dada. Là, j'en ai pas parlé, mais j'œuvre à accompagner plus des femmes entrepreneurs. Donc, c'est sûr que je connais très bien les enjeux spécifiques aux femmes. Puis, c'est ça aussi de parler peut-être. Ce sera le mois de l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ce sera un sujet plus approprié. Voilà. Et puis, donc, si tu m'invites, peut-être que je reviendrai. Mais bon. Et on prépare le webinaire d'une façon minutieuse. Oui, c'est ça. On l'a fait à la française. Voilà, c'est ça. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, moi, je rentre en France, mais je serai toujours en vacances. Et comme je suis en vacances, je continue quand même à travailler. Donc, la semaine prochaine, on retrouvera Natalia, notre business coach, qui nous parlera de vendre l'invisible. Ça correspond à son webinaire qu'on avait fait le mois dernier, je crois, sur comment devenir un bon vendeur. Donc c'est un petit peu une suite. Le 7 juin, on parlera d'une structure, d'un site internet qui permet de comparer les offres pour les entrepreneurs qui perdent leur emploi. Vous savez que certains ne le savent pas malheureusement, mais si vous perdez votre emploi, si vous perdez votre entreprise, vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas de droit au chômage. Et donc il y a différents organismes qui existent en France qui vous permettent d'avoir une petite somme d'argent qui vous revient tous les mois. Je perds mes mots. Le RSA du. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Et donc une plateforme s'est créée qui permet de comparer toutes ces offres pour savoir, moi je suis en micro, j'ai tel chiffre d'affaires, je souhaiterais en cas de problème avoir un revenu de X euros. La meilleure structure pour vous et qui vous coûtera la moins cher, ce sera celle-là. Donc ça c'est le 7 juin. Ensuite, le 14 juin, j'aurai le plaisir d'accueillir une communicante, infographiste, designeuse, créatrice, qui permettra de créer votre image de marque et vraiment de la créer de bout en bout. Donc, avoir ses valeurs, etc. Avec ses valeurs, on vous posera plein de questions et ça vous permettra de créer votre image, un code couleur, votre site internet, votre logo, etc. Voilà, puis après il y aura le dernier, le dernier pour cette saison, ce sera le 21 juin et on reprendra donc le 6 septembre. Voilà, mon planning de webinaire est plein jusqu'au 22 novembre.
Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui sont prêts à parler, qui sont experts dans un domaine pour participer à un webinaire, n'hésitez pas à leur parler de moi. Je serai ravi de les accueillir, hein, parce que trouver un sujet chaque semaine de webinaire. Oui, parce que 155, hein. Ouais, trouver un sujet de webinaire chaque semaine, c'est pas compliqué. Des sujets, j'en ai à l'appel. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver l'intervenant qui va en parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ben, moi aussi. Hein, nous, on n'a pas fini. Hein, là, on va aller faire un brunch. Bon, il paraît on va faire du magasinage. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et ah oui, si, je voulais vous dire, je pense que je n'aurai pas le temps de vous envoyer le replay aujourd'hui. Vous l'aurez peut-être ce week-end, sinon la semaine prochaine. Et dans tous les cas, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site internet Second Souffle. Voilà. Bye bye. À la prochaine. Bye bye. Gros bec du Québec. Bonjour. Et oui, ils disent bonjour. Ah.